Mais la vraie question, monsieur Budry, c'est qui vous croit? Ici, maintenant. Ne soyez pas si pressé de vous projeter dans l'avenir. Imaginez un instant tous ces pays dans le monde, pas directement impliqués dans ce bourbier. Vous savez ce qu'ils font? Ils rient. Oui, ils rient en voyant l'Europe saccager sa propre économie sur la base d'un principe absurde. Eh bien, on doit le faire, juste ou pas, parce qu'on l'a dit. Et pendant ce temps, M. Budrys nous dit que le 17e paquet de sanctions, adopté il y a 10 minutes, est déjà obsolète. C'est de l'histoire ancienne, Jimmy. N'y prête même pas attention. Ce qui compte maintenant, c'est le 59e paquet, qui arrive bientôt. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures, et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. D'ailleurs, à propos de vidéos, j'ai une bonne nouvelle. À partir du lundi 2 juin, je reprendrai mes 2 publications quotidiennes. Mon dos va beaucoup mieux, même s'il me reste encore 2 ou 3 détails à régler. Bref, entrons dans le vif du sujet. Le premier article du jour nous vient Ukraine Pravda, évidemment relayé par Axios. Il parle d'un moment surprenant, celui où Donald Trump a raconté aux dirigeants européens sa discussion avec Vladimir Poutine. Et c'est complètement dingue. Ensuite, il y a ce truc étrange avec le t-shirt vert, qui avec Turulav en ligne, tente de concocter une nouvelle stratégie pour faire pression sur Poutine. Bonne chance à eux. On parlera aussi de la Pologne, parce qu'il s'y passe clairement des choses. Et enfin, mais alors là, accrochez-vous, on a droit à une pure absurdité venue tout droit de Lituanie, signée M. Kęstutis Budrys. J'arrive même pas à lire ça sans éclater de rire, tellement c'est grotesque. Mais ne grillons pas les étapes. Revenons au premier article d'Ukraine Pravda relayé par Axios. Le titre: Trump a demandé à Poutine de faire une proposition que l'Ukraine et l'Europe puissent accepter. Alors, permettez-moi d'y réagir avant même de lire l'article. Que Donald Trump demande à Vladimir Poutine de formuler une liste d'exigences, un plan que l'Europe et l'Ukraine pourraient accepter. Pour moi, c'est surréaliste. Ça n'a aucune chance d'aboutir. Pourquoi? Parce que peu importe ce que Poutine proposerait, les dirigeants européens et le t-shirt vert rejetteraient tout par principe. C'est systématique. Et comment on le sait? Eh bien, par l'expérience et par la réalité. Et plus on avance dans l'article, plus ça devient évident. Si Donald Trump formule les choses ainsi, c'est dans un but précis: faire pression sur les dirigeants européens et surtout sur le t-shirt vert. Parce qu'à présent, si Poutine répète plus ou moins la même chose, Trump pourra leur dire: regardez, je lui ai demandé de le faire. Il l'a fait. Maintenant, à vous de jouer. C'est une tactique bien connue. J'ai vu ça fonctionner dans la vraie vie quasiment tous les mois. Poursuivons. Les sources disent que Volodymyr Zelensky ainsi que plusieurs dirigeants présents ont affirmé que Trump était à l'origine d'une idée de cessez-le-feu immédiat de 30 jours, en prélude aux négociations de paix. Mais un responsable de la Maison-Blanche précise à Axios que Trump n'a jamais accepté que ce cessez-le-feu soit une condition préalable et qu'il n'a jamais dit que Zelensky pouvait fixer les conditions. Et voilà, on y est. Ce moment que beaucoup d'entre nous redoutaient depuis des mois est arrivé. Le t-shirt vert, avec son entourage occidental, accuse maintenant Donald Trump d'avoir fait échouer les négociations. Pire, il lui attribue des propos qu'il n'a jamais tenus. Ils disent: Donald, c'est ta faute. C'est toi qui voulais imposer le cessez-le-feu avant de discuter. Mais il n'a jamais dit ça. Aucune déclaration ne va dans ce sens. Par contre, vous savez qui a répété ça tous les jours? Le t-shirt vert. À chaque prise de parole, c'était: il faut un cessez-le-feu d'abord, sinon on ne peut pas négocier avec la Russie. Encore hier, il le répétait. Mais voilà, il parie sur l'oubli, ou sur le désintérêt. Parce que dans un monde où la propagande domine, la vérité devient secondaire. La seule erreur de Trump? Avoir trop insisté pour qu'un cessez-le-feu précède les discussions. Et maintenant, il manipule ses paroles pour lui faire dire ce qu'ils veulent entendre. Encore une fois, les sources indiquent que Zelensky affirme que les précédentes négociations, y compris celles de la semaine dernière, n'ont rien donné. Et il ajoute que sans la pression de Trump, Poutine ne cédera rien. Mais de quoi parle-t-il? Quelle négociation précédente? C'est du délire. La seule vraie tentative de négociation entre la Russie et l'Ukraine, c'était à Istanbul en 2022.
Et elle avait porté ses fruits. Un accord était sur le point d'être signé. Mais Boris Johnson est intervenu et il a convaincu le T-shirt vert qu'il pouvait gagner la guerre sur le terrain. Et qu'a fait le T-shirt vert? Il a tout annulé, il a plié bagages, il est rentré à la maison, il a interrompu les négociations, puis il est allé plus loin encore. Il a carrément interdit, par décret, toute reprise des discussions avec la Russie. Il n'y a plus eu aucun dialogue depuis. Alors, de quoi parle-t-il au juste? Les seules négociations qu'il évoque, c'est lui-même qui les a sabordées. Encore une fois, il mise sur l'amnésie collective, ou sur la distraction, ou sur les gens qui regardent les infos une fois par mois. C'est ahurissant. Mais c'est ça, la propagande d'aujourd'hui. Un porte-parole de la Maison-Blanche explique que depuis des mois, la Russie refusait de fournir un document décrivant sa vision de la fin du conflit, et que l'accord de Poutine pour en livrer un serait soi-disant une avancée. Franchement, à mes yeux, ce document ne servira à rien. Pourquoi? Parce que peu importe ce que Vladimir Poutine écrira dedans, ce sera rejeté. Par principe. Par l'Occident, par le T-shirt vert, et sa clique européenne. Rien que de voir la signature de Vladimir Poutine suffira pour dire « Ah, c'est signé par Poutine ». Impossible de négocier, il faut imposer encore plus de sanctions. Et voilà, le cirque recommence. Encore et encore. Ils se plaignent que la Russie a refusé de présenter un document. Mais, quel document? De quoi avait-il besoin, franchement? Ils savaient déjà, depuis des mois, depuis des années, ce que la Russie réclame. Oui, maintenant, un document est nécessaire pour des raisons juridiques. D'accord. Mais ce n'est pas comme si les dirigeants européens ignoraient ce que veut la Russie. C'est juste, c'est comme ne pas voir la forêt à force de fixer les arbres. Mais en vrai, ils la voient très bien, la forêt. Mais ils font juste semblant de ne pas la voir. Les sources disent que les dirigeants présents lors de cet appel téléphonique ont eu l'air surpris. Oui, surpris que Donald Trump soit relativement satisfait de ce qu'il avait entendu de Vladimir Poutine et qu'il présente ça comme une révélation. Alors que clairement, le président russe, lui, n'a absolument pas bougé d'un poil. Mais est-ce que les dirigeants européens, eux, ont changé de position? Est-ce que le t-shirt vert a changé de position? Bah non, évidemment que non. Mais à quoi bon? Parce que, dans un monde où la propagande fait la loi, où le camp des perdants continue d'empiler exigence sur exigence sur exigence, bah j'imagine que c'est devenu normal, non? Il y a un autre article, mes amis, que je vais vous montrer à l'écran. Il vient du New Voice of Ukraine et il parle exactement de la même chose. Il raconte le moment où Trump a annoncé la nouvelle aux dirigeants de l'Union européenne. Et New Voice of Ukraine appelle ça un moment de silence. Oui, la pièce est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Tout le monde était juste choqué que Donald Trump n'ait pas immédiatement infligé davantage de sanctions à la Russie. C'est au-delà du ridicule. Mais ça en dit long sur l'état d'esprit de ces dirigeants européens. Peu importe ce que Donald Trump et Vladimir Poutine auraient pu dire, le résultat aurait été le même. Les dirigeants européens veulent plus de sanctions, plus de pression sur la Russie. Voilà pourquoi n'importe quel document, n'importe quelle négociation est vouée à l'échec, tant que l'Union européenne reste aux commandes. Bon, on avance. Le Kremlin dit qu'il n'y a aucun délai pour la préparation d'un mémorandum avec l'Ukraine. Je cite, il ne peut pas y en avoir. Et ça vient de Dmitri Peskov. Il n'y a pas de délai et il ne peut pas y en avoir. Bien sûr, tout le monde veut que ça avance le plus vite possible, mais évidemment, le diable se cache dans les détails. Tout le monde souhaite un règlement rapide pour l'Ukraine et la Russie veut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Donc Dmitri Peskov envoie un message clair aux Européens impatients. Ça ne va pas se régler en claquant des doigts. Oui, la Russie va travailler avec l'Ukraine sur ce mémorandum, sur ce fameux document qui a mis les Européens dans tous leurs états. Mais non, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que la Russie veut traiter les vraies causes du conflit, pendant que les Européens et le t-shirt vert, eux, veulent juste un conflit gelé. Voilà pourquoi il y a un tel décalage. Et voilà pourquoi ça va prendre du temps. Un temps faux. Allez, on continue avec l'article suivant. Le t-shirt vert et Ursula von der Leyen. Volodymyr Zelensky et von der Leyen discutent de la préparation du 18e paquet de sanctions contre la Russie. Et Ursula déclare, je cite, « Il est temps d'intensifier la pression sur la Russie pour obtenir un cessez-le-feu », a-t-elle insisté. Et maintenant, le t-shirt vert qui enchaîne,
Ursula et moi avons discuté de la préparation du 18e paquet de sanctions de l'Union européenne. Le pétrole russe, l'énergie, le commerce, les infrastructures, les banques, les circuits financiers, voilà les secteurs qui font le plus de mal à la Russie et donc qui contribuent le plus à la paix. Franchement, je crois que j'ai déjà tout dit là-dessus il y a longtemps, mais bon, à la place, je vais vous montrer un graphique. Ce graphique montre les taux d'inflation historiques de la zone euro. Regardez un peu ce qui se passe en Europe depuis le début de ce conflit. Le taux d'inflation est bien plus élevé que pendant la crise financière de 2008. On n'est même pas dans le même univers. Ce matin, juste avant d'enregistrer cet épisode, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était The Guardian. Ils annonçaient que l'inflation au Royaume-Uni avait encore augmenté. Quelle surprise! Quel choc! Ces gens sont incroyables. Ils font absolument tout à l'envers. Et ensuite, ils s'étonnent que les résultats ne suivent pas. Allez comprendre. Et maintenant, tendez bien l'oreille. Candidat à la présidentielle polonaise, prêt à s'opposer à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN pour gagner plus de voix. Le candidat Szymon Hołownia, qui est passé au second tour, est prêt à promettre qu'il refusera de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en échange du soutien politique de Sławomir Mencen, un dirigeant du parti d'extrême droite Konfederacja. Et c'est précisément pour ça qu'on a vu autant d'articles ces derniers jours sur l'influence russe en Pologne. Des fermes à bottes russes diffusent des infox partout en Pologne. L'opération Doppelgänger. Vous vous souvenez de celle-là? Ils sont en train de préparer le terrain comme ils l'ont fait en Roumanie en décembre dernier. Si le mauvais candidat gagne, bien sûr. Parce que si c'est le bon candidat qui l'emporte, alors là, évidemment, tout est légitime. Mais enfin, Jimmy, qu'est-ce que tu racontes? Tout était nickel. La Lituanie appelle l'Union européenne à imposer des sanctions qui font vraiment mal à la Russie. Attention, je vous préviens. Si vous pensez avoir tout vu, si vous croyez que plus rien ne peut vous surprendre, je vous le dis, gardez-vous bien de penser ça. Cette fois, c'est le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis. Landsbergis explique que le 17e paquet de sanctions, adopté le 20 mai, donc hier, est déjà dépassé. Je cite, le 18e paquet de sanctions doit frapper l'agresseur là où ça fait vraiment mal. L'énergie, le gaz naturel liquéfié, le pétrole, le combustible nucléaire et les institutions financières doivent être nos cibles, a-t-il déclaré, en soulignant que le travail sur le nouveau paquet devait commencer immédiatement, alors qu'il aurait dû commencer il y a 5 mois. Monsieur Landsbergis, pourquoi ça traîne autant? Je cite encore, nous devons avancer, sinon nous ne tenons pas parole. Et qui nous croira quand on enverra ce message une fois de plus, a-t-il souligné. Mais la vraie question, monsieur Landsbergis, c'est qui vous croit maintenant, là, tout de suite? Ne soyez pas si pressés de regarder vers l'avenir. Imaginez, mes amis, tous ces pays du monde qui ne sont pas directement impliqués dans ce bourbier. Ils doivent bien rigoler en voyant l'Europe s'aborder sa propre économie en disant « Bah, on est obligé, hein? Qu'on ait raison ou tort, on a dit qu'on le ferait. » Je veux dire, M. Landsbergis affirme que le 17e paquet de sanctions, adopté il y a 10 minutes, est déjà obsolète. C'est de la vieille info, même pas la peine de s'y attarder. Il faut se concentrer sur le 59e paquet de sanctions qui arrive bientôt. Les dirigeants européens ont enfin percé le code russe. Ils savent désormais, avec certitude, pourquoi Vladimir Poutine refuse de négocier. Pourquoi la Russie ne se contente pas de se rendre. Car c'est exactement ce qu'ils espéraient. Et la réponse, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. Évidemment non, c'est très compliqué. Mais laissez-moi vous offrir un aperçu complet de ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons, pour commencer, M. Boris Pistorius, qui va nous donner une petite leçon de négociation. Oui, le grand négociateur, M. Pistorius. Ensuite, Mark Rutte, l'un de vos favoris, fera quelques aveux. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Laissez-moi garder un peu de suspense. Et puis il y a aussi Friedrich Merz. Monsieur Merz est, sans la moindre hésitation, l'un des politiciens les plus incohérents que j'ai jamais vus. Pourquoi? Parce que dans ses déclarations, ce qu'il dit aujourd'hui est l'exact opposé de ce qu'il disait hier. Mais quand on observe ses actions, là, il est d'une constance remarquable. Il poursuit, sans jamais faiblir, les mêmes politiques désastreuses qui ont ruiné l'économie européenne ces dernières années. En ce sens, Friedrich Merz est un véritable monument de constance. Les amis, ne tournons pas autour du pot.
Allons directement à Ukrainska Pravda, le phare de la démocratie. Jetons un œil à ce que disent nos dirigeants européens. Trump, Poutine ne mettra pas fin à la guerre parce qu'il croit qu'il est en train de gagner. Rapporte le Wall Street Journal. Citation. Ce constat, les dirigeants européens le soupçonnaient depuis longtemps à propos de Poutine. Mais c'est la première fois qu'ils l'entendaient de la bouche de Trump. Cela contredisait aussi ce que Trump affirmait souvent en public, qui pensait que Poutine voulait réellement la paix. Donc, le code est enfin déchiffré. La Russie est en train de gagner. Qui le crut? Voilà une conclusion à laquelle vous et moi n'aurions jamais pu arriver. Simplement en regardant une carte, analysant l'économie, observant la diplomatie, ou en scrutant la manière dont les pays redessinent leurs alliances aujourd'hui. Bien sûr que non. C'est un choc total. Mais passons maintenant à la démonstration du non-sens qu'ils répètent en boucle. Ils disent que Vladimir Poutine refuse de négocier parce qu'il pense qu'il est en train de gagner. Eh bien, premièrement, il est bel et bien en train de gagner, que cela plaise ou non. Deuxièmement, ce que l'Occident appelle négociation, c'est en réalité une capitulation de la Russie. Maintenant, mettez-vous à la place de Vladimir Poutine. Il est en train de gagner ce conflit. Alors pourquoi accepterait-il les ultimatums occidentaux? Parce que dans l'esprit occidental, c'est ça une négociation. Dans un monde normal, si vous perdez un conflit, mais que vous voulez y mettre fin, il y a une méthode simple. Écoutez ce que veut la partie gagnante. Cela ne signifie pas céder à toutes ses exigences, bien sûr, mais au moins lui demander quelles sont vos lignes rouges. Et dans ce cas précis, vous n'avez même pas besoin de poser la question. Vous les connaissez depuis des décennies. Il suffit de se concentrer là-dessus. Et pour le reste, je suis sûr qu'un compromis est possible. Mais évidemment que non, car pour ces gens-là, le mot négociation signifie soumission de la Russie. Or cela ne se produira que si la Russie perd militairement. Et sur ce point, l'Occident a massivement échoué. Et j'ajouterais, c'est pareil pour l'économie. Mais voilà que maintenant, c'est Donald Trump qui le dit. Et ils répondent, tu vois Donald, on te l'avait dit. Pourtant, cela saute aux yeux depuis des années. La Russie n'est pas en train de perdre. Il est donc peut-être temps de changer de stratégie, non? Eh bien, apparemment non. Malgré tout cela, Trump a refusé de céder aux demandes du président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens, qui voulaient qu'il augmente la pression sur la Russie. Citation, ce n'est pas ma guerre. Nous nous sommes mêlés d'une chose dans laquelle nous n'aurions jamais dû être impliqués, a déclaré Trump aux journalistes, après avoir parlé avec Poutine. Oui, en effet, j'ai écouté les déclarations de Trump. Il rejette la faute sur Joe Biden, l'accusant d'avoir provoqué ce chaos. Et il a raison en partie. L'administration Biden est clairement coupable. Mais comme je le répète toujours, cela ne vient pas seulement des Biden. C'est la politique étrangère américaine. Depuis 1994, l'élargissement de l'OTAN, intégrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Et tout le monde sera content. George Bush a été le premier à le dire publiquement. Ce n'était pas hier, c'était en 2008, au sommet de l'OTAN à Bucarest, en Roumanie. Il a déclaré qu'un jour, la Géorgie et l'Ukraine feraient partie de l'OTAN. C'était, et c'est toujours, une ligne rouge pour les Russes. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour défendre l'administration Biden. Je serai probablement la dernière personne à le faire. Mais il faut bien identifier les causes profondes. Et c'est justement pour cela que les Russes sont presque obsédés par cette expression, cause profonde. Parce qu'ici, les racines sont très très profondes. Lors de cette conversation, les dirigeants européens ont insisté pour que l'issue des pourparlers au Vatican soit un cessez-le-feu inconditionnel. Mais Trump a de nouveau refusé, expliquant qu'il n'aimait pas ce mot. Parce qu'il est, selon lui, irrationnel. Il a précisé ne jamais avoir utilisé ce terme, même s'il l'a fait bel et bien fait sur Truth Social le 8 mai en appelant à une trêve de 30 jours. Voici venir les vérificateurs de faits. Ils affirment que, quoi qu'il arrive lors du prochain cycle de négociations au Vatican, l'issue doit être prédéfinie. Laissez cela vous pénétrer. Et cette issue, ce serait un cessez-le-feu inconditionnel, ce qui, par définition, n'existe pas. Ils veulent quelque chose qui ne peut pas exister. Et c'est pour cela que ces conversations, ces négociations n'aboutiront à rien. C'est ce que j'ai dit au tout début de cette vidéo. Leur définition d'un accord, c'est forcer Vladimir Poutine et le gouvernement russe à accepter les termes occidentaux, même s'ils ne sont pas en train de gagner. Encore une fois, c'est le plus grand décalage avec la réalité que j'ai vu de toute ma vie. Mais passons à autre chose, parce que maintenant, c'est du Royaume-Uni dont il est question. Le Royaume-Uni appelle le G7 à abaisser le plafond du prix du pétrole russe, annonce Bloomberg. Citation. Il est plus que jamais nécessaire de faire pression sur la machine de guerre russe, a déclaré le Trésor britannique dans un communiqué. Vladimir Poutine a refusé d'engager un dialogue de bonne foi
avec les propositions de Volodymyr Zelensky pour une rencontre directe, et il a ignoré les tentatives de médiation d'un cessez-le-feu dans cette guerre illégale et brutale. Très bien. Donc il parle de réduire le plafond du prix du pétrole russe. Quelle idée géniale, n'est-ce pas? Voyons un peu ce que cela signifie, concrètement. Les entreprises occidentales ne pourront plus acheter du pétrole russe à un prix supérieur au plafond. Et voilà où ça devient méga. Si ce plafond est inférieur à la marge bénéficiaire de la Russie, eh bien, les Russes ne vendront tout simplement pas ce pétrole à l'Occident. Pourquoi le feraient-ils? S'ils n'en réalisent aucun bénéfice, autant ne pas le vendre à l'Occident et le proposer ailleurs. Et cela m'amène à un autre point. La population du G7 ne représente qu'une toute petite, minuscule partie de la population mondiale. Mais l'Occident, lui, n'a toujours pas intégré cette réalité. Il continue de croire qu'il peut contrôler tout le reste du monde, par des organisations, par la politique, par des manipulations financières. Mais au final, les seules qui vont souffrir de tout cela, ce seront les entreprises occidentales, qui seront contraintes de renoncer au pétrole russe, le moins cher, parce que leur gouvernement l'exige. Parce que c'est ça, le vrai marché libre et le capitalisme. Bien sûr que oui, ce n'est absolument pas du fascisme, où l'État et le secteur privé agissent main dans la main. Passons à la suite. Friedrich Merz, en Allemagne, ne croit pas à une fin rapide de la guerre en Ukraine. Lors d'une conférence de presse à Berlin, mercredi, Merz a abaissé les attentes quant à une résolution rapide du conflit. Citation. Il n'y a actuellement aucun signe indiquant que cette guerre va se terminer rapidement, a-t-il déclaré. Et pourtant, jusqu'à récemment, M. Merz, avec ses copains occidentaux, nous affirmait exactement le contraire. La Russie est sur le point de s'effondrer. Le t-shirt vert va triompher sur le champ de bataille. Vladimir Poutine sera forcé d'accepter tout ce que nous exigeons. Mais aujourd'hui, il nous dit, écoutez, ça va prendre du temps. Ce ne sera pas une fin rapide. Alors pourquoi dit-il cela? Pourquoi prépare-t-il la population européenne à l'exact opposé de ce qu'il prétendait vouloir atteindre? Serait-ce parce que les dirigeants de l'Union européenne ont un intérêt direct à prolonger ce conflit le plus longtemps possible, pour accélérer la fédéralisation de l'Europe via l'Ukraine et en profiter pour accumuler davantage de pouvoir? Mais bien sûr, c'est même pas une hypothèse envisageable, pas vrai? Parce que les dirigeants de l'Union européenne, eux, ne se trompent jamais, n'est-ce pas? Bien sûr. Le secrétaire général de l'OTAN et Volodymyr Zelensky discutent du soutien continu de l'Alliance à l'Ukraine. Voici une citation de Mark Rutte. Nous avons parlé des efforts pour assurer une paix juste et durable, ainsi que du soutien continu de l'OTAN, y compris par le commandement de l'OTAN à Wiesbaden, afin que l'Ukraine puisse se défendre aujourd'hui et dissuader dans l'avenir. Le mot-clé dans cette citation, c'est bien sûr Wiesbaden. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'en souviennent, mais il y a quelques mois, je crois que c'était dans le New York Times, un article très long a été publié à ce sujet. Il l'avait décrit en détail. C'est une base militaire de l'OTAN en Allemagne, pas en Ukraine, en Allemagne, depuis laquelle de nombreuses opérations ukrainiennes sur le champ de bataille ont été orchestrées. Et les choses vont très très loin quand il s'agit de Wiesbaden. Ce n'était pas seulement des opérations ukrainiennes, il y avait aussi certains tirs et d'autres activités. Le fait est le suivant. Mark Rutte et les autres dirigeants occidentaux affirment tous que l'OTAN n'a jamais été impliquée dans ce conflit. Mais Mark Rutte l'admet ouvertement dans sa déclaration. Il en est même très fier. C'est incroyable. Et il ne s'arrête pas là. Laissez-moi vous emmener vers le prochain article, encore avec M. Rutte. Le secrétaire général de l'OTAN présente l'agenda lié à l'Ukraine pour le sommet de l'OTAN à La Haye. Citation. En ce qui concerne l'Ukraine, ce sera aussi un sujet du sommet de l'OTAN. Nous devons nous assurer que, tant que le combat continue, nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que l'Ukraine soit dans la meilleure position possible pour poursuivre ce combat. Et quand la paix viendra, qu'il s'agisse d'un cessez-le-feu ou d'un accord, qu'il soit durable et solide. Encore une fois, M. Rutte reconnaît que ce sont tous ces pays occidentaux contre la Russie. Mais ne vous y trompez pas. Si jamais il faut reconnaître une défaite militaire en Ukraine, ou même sur toute la guerre, eh bien, l'OTAN sera aux abonnés absents. Ils diront simplement, eh bien écoutez, ce n'était jamais notre guerre, ce n'était pas nous. On a juste soutenu un peu l'Ukraine, par-ci par-là. Mais ce n'était pas notre guerre. On n'a pas été vaincus, car on n'était même pas là. Mais maintenant, il dit exactement le contraire. Nous travaillons tous activement ensemble pour que l'Ukraine soit dans la meilleure position possible. C'est l'hypocrisie à son apogée. Mais poursuivons. Le ministre allemand Boris Pistorius déclare que Donald Trump a mal évalué son influence sur Vladimir Poutine. Citation. Je ne pense pas qu'il ait trahi l'Europe délibérément.
Je crois qu'il a simplement mal évalué la situation de négociation avec Vladimir Poutine et sa propre influence en tant que président des États-Unis. La première erreur du leader républicain a été dès le début, lorsqu'il a essentiellement concédé l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et certaines revendications territoriales de la Russie, avant même d'entamer les discussions, a déclaré Pistorius. C'est pas comme ça qu'on commence des négociations. Et c'est une position très faible pour envisager des pourparlers de paix ou un cessez-le-feu, a-t-il ajouté. Donc, le grand négociateur, M. Pistorius, donne des leçons à Donald Trump sur la manière de négocier. N'est-ce pas merveilleux? Il ne comprend pas que si Donald Trump a retiré l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de la table des négociations, c'est parce que c'est une ligne rouge pour les Russes. C'est non négociable, M. Pistorius. Mais lui, il dit exactement le contraire. Donald, tu aurais dû garder ça sur la table, pour avoir une position plus forte. Sauf qu'il n'y a pas de négociation tant que ce point-là est sur la table. Pas du point de vue des Russes. Ils ne négocieront jamais ça. Monsieur Pistorius ne comprend pas que certaines choses dans la vie sont non négociables. Mais il ne peut pas le savoir, évidemment, puisqu'il fait partie de l'Occident. Et on connaît bien l'arrogance et l'impunité avec lesquelles l'Occident agit dans le monde. Il n'existe pas non négociable pour les autres, bien sûr. Alors que quand il s'agit de l'Occident, là, il y en a des tas des choses non négociables. Allez demander à Emmanuel Macron. Mes amis, je m'arrête ici pour cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve demain. Portez-vous bien et à bientôt.